Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, journée usine ouverte, ce sera en avril prochain. On va en parler, c'est important d'ouvrir nos usines et donner envie aux jeunes, femmes et hommes d'y travailler. On en parle avec Aurélien Herbert, il est le président des Jeunes Promotions, Société des ingénieurs arts et métiers. Il contribue à cette formidable initiative. Le cercle RH pour parler de l'expatriation. Alors, mais pas l'expatriation d'où on part de la France vers l'étranger, mais lorsqu'on revient de l'étranger, choc des cultures, réinstaller les enfants, et puis bien évidemment permettre au conjoint ou à la conjointe de retrouver un emploi et retrouver ses marques. C'est pas toujours simple. On en parlera avec nos invités, Alix Carnot et Armel Perben. Et puis le livre de Smart Job, l'efficacité viking. Vous voyez qu'on parle des pays du Nord, le fameux modèle suédois dont nous parle Hervé de Villers. Il est auteur de ce livre et il nous parlera notamment de l'efficacité suédoise. Il y a travaillé, on fera le point avec lui à travers son livre. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, journée usine ouverte. Alors on a l'habitude d'avoir les journées portes ouvertes, ça c'est une tradition, mais journée usine ouverte du 4 et 5 avril, 200 usines vont ouvrir leurs portes et on va en parler avec des marques très connues, des usines très connues, des produits très connus. On en parle avec vous, Aurélien Herbert. Bonjour. Bonjour, vous êtes président des Jeunes Promotions, vous êtes le chef de projet. Parce que ça, je ne l'ai pas précisé dans le lancement d'introduction, chef de projet de cette initiative, usine ouverte, et vous êtes ingénieur arts et métiers. Gazart. Je l'avais bien dit en préparant l'émission, puis je l'ai raté en direct. Merci d'être là. Racontez-nous un petit peu l'objectif et l'intérêt d'ouvrir grand les portes de nos usines. Alors, cette idée, elle est née suite à notre enquête, donc l'Observatoire et métiers des industries responsables qu'on a publié à la fin de l'année dernière, où on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai consensus auprès des ingénieurs comme des Français sur le fait que l'industrie, c'était un secteur important pour le pays, sur plein d'aspects, important pour l'économie, le développement des territoires, etc. Mais qu'il y a un vrai déficit d'attractivité. On a posé la question à 1000 Français avec l'IFOP. Est-ce que vous recommanderiez de façon, à vos proches, de façon précise, pour travailler dans l'industrie ? Et 11% disent oui. Donc ça veut dire qu'il y en a quasiment 90 qui ne recommanderaient pas à leurs proches d'aller dans l'industrie. Et donc on voit qu'il y a un déficit d'attractivité. Et ce manque d'attractivité, c'est un frein à la réindustrialisation et au développement industriel du pays. Et ouais, vous soulevez, excusez-moi, un sujet, c'est qu'on a beau essayer de construire des usines et de réimplanter nos industries, il faut des hommes à l'intérieur pour faire de l'acier, puisqu'il y aura l'ouverture d'ArcelorMittal, il y aura des ouvertures de fabricants de café, bref, il faut les humains à l'intérieur et on ne les a pas forcément. Tout à fait, il faut des hommes et des femmes aussi, il ne faut pas l'oublier parce que malheureusement l'image est encore assez mauvaise de ce point de vue-là, mais les femmes ont tout à fait leur place dans l'industrie et dans les études techniques et scientifiques qui y mènent. Et donc l'objectif de ces journées usines ouvertes, c'est vraiment de faire en sorte qu'un des 4 murs des usines devienne transparent pour montrer la réalité à l'intérieur des usines, montrer la réalité des métiers et expliquer aussi comment est-ce qu'on y accède. Aurélien, c'est ouvert aux familles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient avec ses enfants, ils peuvent être au collège, ils peuvent être au lycée, ils peuvent être à l'école primaire. Tout à fait. C'est l'occasion de découvrir, je sais pas, je pense à ArcelorMittal, parce que j'ai vu cette usine qui est à Dunkerque, qui est un site absolument dingue. C'est quand même passionnant, même d'un point de vue presque culturel, de savoir ce qui s'y passe. Tout à fait, c'est exactement cette magie qu'on a envie de transmettre au grand public. Et donc on a choisi 2 dates, un samedi sur le modèle des Journées du patrimoine pour les familles. Et donc on vous invite à vous inscrire sur le site internet journée-usine-ouverte au pluriel.fr. Et un vendredi pour faire venir des jeunes via leur classe. Et donc on va faire venir des classes notamment de collège et de lycée. Génial. On finance une partie des transports parce qu'on sait que ça peut être un frein à la venue de ces classes. Avec l'enseignant. Avec l'enseignant, tout à fait. C'est bien un enseignant dans les usines pour qu'ils voient aussi. C'est important aussi, je pense, de montrer à tous les prescripteurs de l'orientation, que ce soit les parents, les enseignants, l'intérêt de l'industrie et l'importance de l'industrie. Et on crée aussi un kit pédagogique pour pouvoir expliquer en amont et en aval de ces visites aux jeunes qu'est-ce que c'est que l'industrie, quels sont ses métiers et comment est-ce qu'on y accède. Pour donner envie, c'est intéressant parce que je parlais d'Arcelor qui est un mastodonte industriel, mais quand on y rentre, on rentre comme ça dans la gueule de la machine. Mais il y a aussi d'autres entreprises comme Renault Truck où il y a des chaînes de production, 3D Systems parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a aussi de l'écologie avec Futur Gaïa, l'agriculture verticale de demain. Ça, c'est pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vos choix ont été stratégiques, j'imagine, des régions
et des secteurs. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment montrer la réalité de l'industrie, donc la diversité des secteurs, la diversité aussi des tailles d'entreprises. On a des grands groupes, vous avez dit ArcelorMittal, je pense à Airbus, Safran, mais vous avez aussi des ETI ou des PME, et c'est tout ce tissu à travers tout le territoire qui constitue aujourd'hui notre industrie, et c'est cette réalité qu'on a voulu montrer sur cette première édition, et je vous l'annonce déjà, l'objectif c'est de pouvoir s'inscrire dans le temps, de faire en sorte que ça soit un rendez-vous annuel pour les Français, et donc il y aura une deuxième puis une troisième édition, et on veut qu'il y ait encore plus d'ampleur et plus de représentativité en termes de régions. De régions, de représentativité d'entreprises. Il y a quand même Airbus qui ouvre ses portes. C'est quand même des entreprises qui pèsent dans notre économie. Tout à fait. Un mot quand même un peu plus géostratégique. On a vu le président Macron qui souhaitait que les industries reviennent. Alors globalement, on a à peu près équilibré. On n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné. Qu'est-ce qui manque le plus de volonté politique ou d'humains techniques et formés? Je pense que c'est un tout. En termes de volonté politique, on voit en tout cas que le discours a changé depuis quelques années, et plutôt pro-industrie. Et il ne faut pas se laisser désorienter par les quelques petits soucis qu'on peut voir actuellement, parce que le sujet de redorer l'image de l'industrie, c'est un sujet de long terme. Là, on va agir par exemple sur des collégiens. Ces collégiens, ils travailleront dans l'industrie potentiellement dans 10 ans. Ouais. Donc si qu'à chaque fois il y a une petite secousse, on arrête les dispositifs, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Juste avant de nous quitter, il faut rappeler que l'industrie, ce n'est pas l'industrie du 19e ou du début du 20e, avec ces hommes dans le labeur. Il suffit de rentrer dans une industrie pour voir que c'est nickel, que c'est très électronique, informatisé. Enfin, il faut vraiment y pousser les portes de ces industries. Tout à fait. L'industrie a changé. Réindustrialiser, c'est réindustrialiser différemment, en étant de plus en plus respectueux de l'environnement, de plus en plus propre. J'ai visité il y a 10 jours une usine à Dunkerque, et je peux vous dire qu'on pouvait manger par terre. C'est loin de l'image qui peut être véhiculée encore sur ce secteur d'activité. Il y a des métiers, il y a de l'avenir pour l'industrie, il y a des filières qui cherchent aujourd'hui des collaboratrices, parce que je sais que vous y tenez, c'est important, notamment les ingénieurs femmes qui souvent hésitent un peu à pousser la porte des usines. Tiens, c'est l'occasion d'y aller le 4 et le 5, donc le vendredi 4 et le 5, ouvert aux familles. Inscrivez-vous, vous avez compris qu'il fallait s'inscrire, parce que les places évidemment sont limitées, il y a des questions de sécurité j'imagine, tout à fait, qu'il faut respecter. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir Aurélien Herbert, président des Jeunes Promotions, et vous êtes le chef de projet passionné et engagé de cette initiative. Tout à fait, merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle de l'expatriation, peut-être que ça va vous concerner un jour, je ne sais pas. L'expatriation c'est génial quand on part, c'est une sublime aventure. Mais un jour, il faut revenir, 3, 4 ans après, il faut reposer ses valises. Ce n'est pas si simple. On en parle avec mes invités qui vont nous donner des tips, des conseils pratiques. Vous qui peut-être nous regardez à l'étranger, c'est le Cercle RH et c'est notre débat. Le Cercle RH pour parler de l'expatriation, alors dans un sens, France vers des pays étrangers, mais l'expatriation dans l'autre. C'est-à-dire on revient et on repose ses valises, en France en particulier, c'est pas toujours simple, c'est toujours un moment difficile, évidemment pour le salarié, mais pour la famille entière. La scolarisation, le conjoint qui a créé sa boîte dans le pays et qui va devoir tout arrêter, c'est parfois un choc, c'est compliqué et on en parle avec des spécialistes de ce sujet. Alix Carnot, vous êtes une habituée de notre émission, je suis ravi de vous accueillir, directrice générale associée de Expat Communication. Ça ne s'appelait pas Expat Communication avant ? Ah si. Si, ça s'est toujours appelé Expat Communication. Donc ou alors on ne m'a pas dit. Ou alors c'est possible. Ou alors c'est ma mémoire qui flanche, cher Alix. Merci d'être là. Et Armelle Perben, ravie de vous accueillir, fondatrice de Absolutely French. L'enjeu pour vous et votre action, c'est d'accompagner les conjointes et conjoints de ceux qui vont devoir revenir et réatterrir avec eux. Alors, non. Nous, on s'occupe des étrangers qui arrivent à Paris. Ah, d'accord. Mais on a créé Absolutely Ahead, qui est un nouveau service. Vous voulez pas que j'en parle ? Je veux bien que vous en parliez. Et qui aide à préparer l'expatriation, parce que pour moi, le retour d'expatriation se prépare dès le départ. Donc c'est un peu comme le mariage, en fait. Il faut dans le contrat de mariage déjà penser au divorce. Il faut déjà penser au retour. Au retour. Alix, une étude très intéressante que vous portez sur ce retour de cadres qui vont revenir en France. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre ? Je l'évoquais en préparant l'émission, il y a ceux dont l'entreprise leur dit, alors qu'ils sont bien dans le pays, sont installés à New York, ils ont un beau poste, les enfants sont scolarisés, puis tout d'un coup on sait que c'est au bout de 3 ans, le coup près tombe, l'entreprise vous dit, je pense à L'Oréal, et vous dit, faut rentrer. Ça, c'est obligatoire. Mais il y a aussi celui qui, et ce n'est pas la même psyché, qui dit moi j'ai envie de rentrer parce que j'ai fait mon temps, j'ai fait mon business et je reviens. Le plus dur, c'est quand l'entreprise vous met le coup près sur la tête et vous dit il faut rentrer, on est d'accord ?
Le plus dur, très clairement, d'après les études, c'est quand c'est obligatoire. Alors, c'est pas forcément le boss qui est l'unique obligation. L'obligation, ça peut être les enfants vont pas bien, ou les parents vont pas bien, ou la situation dans le pays fait qu'on doit rentrer. Mais ce qui est sûr, c'est que rentrer quand c'est pas choisi, ça complique une équation qui, par nature, est difficile. Parce que même rentrer quand on l'a choisi, c'est déjà un défi. Donc on va dire ça devient un double défi. Défi, on parlait du couple, les enfants, la scolarité, retrouver un emploi pour le conjoint ou la conjointe qui suit en général et qui s'est sacrifié dans un sens et qui souvent se resacrifie dans l'autre. Alors, c'est un défi, on va dire l'expatriation c'est comme une pyramide, d'accord ? Quand on prépare les gens pour l'expat, on leur dit vous prenez tous vos besoins, la fameuse pyramide de Maslow, et chacun va être bouleversé par l'expatriation. Tout ce qui va être la sécurité, l'administration, avoir un lieu, une école, etc. La santé, des revenus, le sentiment d'appartenance, le sentiment de contribution. Tout ça, quand on part en expat, c'est secoué et on se réinvente. Ce à quoi on ne s'attend pas, c'est qu'au retour, l'effort à faire va être au moins équivalent. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « je rentre, c'est facile, je vais retrouver mes pantoufles ». Sauf qu'on n'a plus de pantoufles et on pourrait voir la vie un peu, c'est dans l'air du temps politique, c'est une jungle. C'est-à-dire dans la jungle, il n'y a pas d'espace vide. Et si vous êtes parti, votre place ne vous a pas attendu. Il y a des herbes folles, et tout est à refaire. Armelle Perben, vous partagez ce point de vue. Là, on reste sur le focus à travers les retours d'expatriation avec des obstacles. Donc, vous l'élevez, vous, les obstacles, en fait. Vous essayez d'élever, en fait. Exactement. Oui. Et puisqu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas quand on rentre, c'est qu'on a oublié son pays, souvent. On a oublié comment il était et les gens ne nous attendent pas. Donc, on rentre, mais il n'y a personne qui va vous ouvrir la porte et qui va vous dire « venez à la maison ». Parce que les gens ont continué leur vie. Donc, il faut penser à ça, penser à préparer son retour, entretenir son réseau tout au long de l'expatriation pour ne pas se retrouver quand on arrive sans plus personne. Et maîtriser la langue, parce que c'est un élément que vous portez beaucoup pour ceux qui viennent chez nous. L'isolement vient aussi du fait qu'on reste dans sa langue et qu'on n'a aucune communication possible avec. Quand on vit en France, il faut maîtriser la langue à minima, non ? La langue, dans les deux cas, oui. Dans les deux cas. Non, mais que l'on parte dans un pays ou qu'on arrive en et France, qu'on arrive en France, dans les deux cas, ça reste difficile. Les difficultés d'école, de scolarité, parce que je parlais de la santé. Quand on part, il faut organiser l'encadrement, je pense aux États-Unis ou des pays où il n'y a pas la Sécu. Il faut quand même qu'il y ait une mutuelle. Mais quand on revient, c'est la même chose. Il faut refaire le processus des papiers. Enfin, c'est très lourd, en fait. C'est lourd et en plus, on s'y attend pas. On se dit, bon, c'est bon. Je suis français. Je vais retrouver mon numéro de sécu. Eh bien, parlons-en du numéro de sécu au retour. C'est un vrai défi. Enfin, on l'a toute sa vie, le numéro de sécu. Si on ne l'a pas, on le perd. Non, vous le gardez, mais vous perdez votre carte vitale. On est d'accord. Mais il faut la jonction 9 mois pour la retrouver. Exact. La jonction peut être très compliquée. Et une fois de plus, c'est ce qu'on s'est dit d'autres fois, l'expatriation, c'est une question de... Quand on prépare les gens d'expat, on leur dit... Ce qu'il faut, c'est lever le pied à la bonne hauteur pour bien affronter la marche. Et on a toujours tendance à minimiser. Et si on minimise, on se prend les pieds dedans. Le retour, c'est vraiment l'étape qui est la plus minimisée. Et vous parliez des études, donc c'est le baromètre expat communication qu'on fait avec une quinzaine de partenaires chaque année. Et donc on leur demande on compare les résultats des expats toujours à l'étranger qui nous parlent du retour et des expats qui sont rentrés qui nous parlent du retour. Et on compare les deux. Et alors là, si les chiffres... Voilà, on les voit. Donc c'est hyper intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que systématiquement, ceux qui sont encore à l'étranger minimisent par rapport à ceux qui sont déjà rentrés. Alors, ils voient à peu près là où sont les problèmes, c'est-à-dire numéro 1, les démarches administratives, après la réinsertion professionnelle, les enfants, etc. Le logement. Bonne galère. Mais chaque fois, c'est minimisé. Alors, l'école... Vous parlez de l'école. Bonne nouvelle, c'est finalement là que ça va le mieux se passer. Et moi, c'était pas très intuitif parce que quand on entend les expats à l'étranger, on entend beaucoup parler de l'école, les mamans qui stressent, ça va être terrible. Donc ça, c'est l'angoisse des parents plus importante que la réalité, en fait. Voilà. Ils voulaient l'école internationale au retour, ils l'ont rarement parce qu'il y a très peu de place. En revanche, ça se passe bien, les enfants ont un bon niveau.
pas trop d'enjeux sur les enfants. Réadaptation, Armelle, dans cette étude portée par Alix, il y a la réadaptation culturelle. Alors, là aussi, comme vous accompagnez ceux qui viennent en France et qui peuvent arriver des États-Unis dans un modèle culturel, je pense aux États-unis, il y a d'autres pays bien sûr, mais des modèles plus anglo-saxons, c'est un choc de découvrir la France. On appelle ça le contre-choc culturel. Quand on parle pour un Français qui est parti et qui revient, il y a un vrai contre-choc parce que il faut recommencer à redécouvrir sa culture et c'est un vrai processus. Un mot qu'on ne dit pas compliqué. quand on est expat, alors on reviendra peut-être sur les aventuriers qui créent leur boîte et qui ne sont pas les expats des grandes multinationales, parce qu'il y a aussi de plus en plus ce genre de cas. Il y a le niveau de revenus qui baisse ou pas? Ça baisse? Alors oui. Et il y a aussi, il y en a qui perdent leur statut social. Je pense aux expats africains, par exemple, qui arrivent en France. Ils n'ont plus la bonne à la maison, ils n'ont plus la cuisinière, ils n'ont plus... Donc leur statut social diminue quand ils arrivent dans un pays comme la France. Vous dites qu'ils vont faire leurs courses au Carrefour et qu'ils remplissent un caddie, quoi. Parce que, non, mais c'est ça, là. Oui, c'est ça. C'est aussi un choc. Exactement, c'est un vrai choc. Ouais, les revenus. Je suis toujours un peu agacée quand on dit ça, parce que les expats ont déjà souvent une image un peu d'enfants gâtés. Ils savent quand ils rentrent, ils le savent, donc ils sont rarement surpris d'avoir à pousser leur caddie eux-mêmes. En revanche, ils perdent en revenus, et ça les études le disent, ils perdent très nettement. Et en fait, vous disiez double sacrifice au retour tout à l'heure. Vous disiez, par exemple, le conjoint, il se sacrifie à l'aller parce qu'il perd son job, et à nouveau au retour. Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le retour, c'est le moment où on fait le bilan des courses. On se dit, bon, j'ai lâché mon job pour toi, les enfants d'abord. Pour que les enfants soient internationaux, etc. C'est ce que disent les études. Pour toi et ta carrière, donc pour la famille, et en me disant que moi, j'allais retrouver du boulot rapidement. Et moi dans tout ça? Déjà, trouver du boulot rapidement, ça dépend des pays, des gens, de plein de choses. Et puis au retour, on se dit, en fait, là, le conjoint, généralement, prend du temps à retrouver et retrouve... Je suis désolée, c'est pas une bonne nouvelle, mais en général, pas au même niveau que ce qu'il avait laissé. Il doit on aimerait dire sacrifice, parce qu'on aide les conjoints à retrouver du boulot toute la journée, donc on aimerait dire c'est super, vraiment vous perdez pas en trajectoire. Ça n'est pas vrai. Votre étude dit l'inverse, effectivement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que financièrement au retour, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus qu'un grand salaire, alors qu'il y a un peu grossi, mais pas tant que ça, et que les 2 tiers des expats reviennent à Paris ou en région parisienne. Survivre en région parisienne avec un seul salaire, c'est compliqué. Et donc, ça peut être un moment de désenchantement, ce retour. Vous dites survivre. Hein. On est parti sur la jungle, on est survivre. Donc là, on a vraiment la machette. Mais l'expat, et il faut y aller. C'est-à-dire qu'on remet le chapeau de brousse et on y va. Vous évoquez quand même, et ça, c'est aussi l'accompagnement que vous faites chez vous, Armelle, c'est garder le réseau, créer du lien. Parce que le sentiment ensuite de solitude doit être puissant, qu'on aille dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'on est parti, on a vécu une aventure un peu dingue dans l'expatriation, on vit des choses un peu extraordinaires parfois, puis quand on revient, il y a tout d'un coup une sorte de dépression, tout s'arrête, il y a un peu de ça quand même. Oui. Et il ne faut pas hésiter avant de revenir, de recontacter les gens, de se dire on se fait un café quand on rentre, ça relance le réseau pour aller chercher un job, on gagne du temps en fait. Les clients que vous avez, ce sont des cadres supérieurs qui sont envoyés des groupes pétroliers, des groupes de cosmétiques, je ne cite pas les marques, où on a aussi des profils plus d'aventuriers de la fintech, de start-upers qui disent « je vais tenter l'aventure dans un pays ». Et là, on arrive plus près de la jungle. Ceux-là, ils se font moins accompagner. On est d'accord, ils y vont solo. Parce que les grands groupes ont des services structurés de mobilité internationale. Voilà. Les fintech, enfin les tech en général, nous sollicitent, mais ça va tellement vite que le temps qu'ils mettent le service, en fait, le gars est déjà parti ou il est déjà revenu. Ça va trop vite. C'est quand les boîtes vraiment se grossissent et ont davantage de process. Se structurent un peu plus. Juste pour ceux qui nous regardent et qui rêvent d'expat, j'ai le sentiment que c'est un peu pas tombé en désuétude, mais que les entreprises quand même ont un peu levé le pied sur l'expatriation. On est toujours au même niveau que les années 80 où il y a moins d'expats. Ça a fondu. Les effectifs ont fondu à partir de 2010. Avec un creux évidemment pendant le Covid, et là je pense qu'on est vraiment sur un train dur de l'os. Ah d'accord. Et ça remonte. Donc là, on est très bas. 23, 24, c'est bien remonté. 25, ça annonce bien. Armelle n'est pas d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il me semble que les chiffres qu'on avait au Syndex, justement, étaient plutôt que ça avait remonté là, les dernières années. Oui, c'est ça. Mais les 2 dernières années, il y a une reprise. Oui, ça reprend. On a été divisé par deux. Mais après, c'est parce qu'on ne met plus le terme expat. Il y a les contrats locaux. On a changé un peu sur les termes. Et évidemment, les avantages ne sont pas les mêmes suivant certains contrats. C'est vrai. Mais là, on ne peut pas rentrer dans mais on a de la mobilité internationale. On en a quand même plus qu'avant. La mobilité plus qu'avant. Les jeunes veulent partir. Enfin, moi, mes enfants veulent partir. Enfin,
Oui, non, quand mais même quelque chose. on n'a pas le temps d'ouvrir ce sujet, mais la manière dont on enrobe le contrat a un peu évolué, Oui. avec des contrats locaux qui ne donnent Oui. pas les mêmes avantages. Donc ça, c'est important. Merci à vous. Absolutely French, ça c'est Armel Perben qui accompagne les conjoints, mais pas seulement dans la langue, dans le réseau. Allez voir son site et la communauté en général. Et merci à Alix Carnot, Expat Communication, avec cette étude extrêmement détaillée sur une photographie de ceux qui vont revenir et ce qui les attend. Donc préparez déjà votre retour avant même d'avoir pris l'avion vers votre pays d'expatriation. On est d'accord avec ça? Avec Absolutely Ahead. Et à Expat Exact. Communication, pour la Exactement. préparation, Allez, l'interculturel. on a mis et toutes les tout. marques. Merci à vous, mesdames. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. C'est le livre de Smart Job et on s'intéresse au modèle suédois. Est-ce que vous en avez entendu parler de ce modèle suédois? On accueille notre invité. Et on termine avec le livre de Smart Job, un titre qui nous a interloqué, l'efficacité viking. Bon, on se dit que ça se passe à peu près dans les pays du Nord, probablement en Suède. Inspirez-vous du modèle suédois pour votre entreprise. Géresso éditeur, Hervé De Villers est notre invité, il en est l'auteur. Hervé, quelques mots, et même plusieurs, sur votre livre, juste pour resituer le contexte. Ce modèle suédois, vous l'avez exercé, expérimenté, parce que vous avez travaillé en Suède. Vous êtes d'ailleurs marié, et vous le dites dans le livre, avec une femme suédoise. La première expérience, c'est le début du livre, je la trouve géniale. Il y a des managers français qui ont mis la réunion à 17h ou à 16h, et le patron suédois arrive au bout de la table, se lève, et leur dit « Je lève la réunion car j'ai mon fils qui joue au foot et je vais le voir jouer ». Est-ce que ça dit quelque chose de la manière dont les patrons suédois, les managers suédois regardent leur travail ? Alors tout à fait. Alors donc mon nom est Hervé De Villers et donc effectivement j'ai vécu 7 ans en Suède. J'ai eu cette chance. J'ai adoré travailler en Suède et j'ai été très impressionné par leur efficacité. Mais là vous parlez en fait dans le modèle suédois d'un élément très important. C'est l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, effectivement. Donc je raconte, en fait, bon, c'était même pas à 17h, hein, c'était à 15h. 15h, ouais, c'est très tôt. Déjà, je pense que c'était la filiale française avait organisé une réunion, donc avec un des patrons d'Ericsson. Je crois que c'était à 14h un vendredi après-midi. Déjà, un vendredi après-midi en Suède, l'été, c'est un peu compliqué d'organiser une réunion. Et à 3h l'après-midi... il lève le camp. Il lève le camp parce que son fils va jouer au foot. Donc, mais ça, c'est tout à fait accepté en Suède. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un enfant malade et que le père doit rester à la maison, il n'y a absolument aucun problème. Si vous devez partir pour écouter le récital de votre fille à 2 ou 3 heures l'après-midi, ou vous allez vous faire couper les cheveux, il n'y a absolument aucun problème. Au contraire, quand vous vous occupez des enfants, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un en qui on peut vous faire confiance. Ce qui est différent d'en France. Hein. Absolument. Et même, je raconte cette anecdote où quand ma fille est née en Suède, et quand j'étais voir mon manager pour demander un congé parental, moi, j'allais lui demander quelques semaines en pensant que c'était déjà beaucoup. Un peu sur la pointe des pieds, Ouais, à la française. Exactement. Et puis il me dit, mais écoute Hervé, sois sérieux, si tu veux être un bon père, tu prends entre 4 ou 6 mois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 6 mois pour mes 2 aînés. Ça a bouleversé complètement mes priorités, ma vie. Donc l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle est vraiment un élément important dans ce modèle suédois, ce modèle de travail. Alors j'avais peut-être mal interprété le mot efficacité, mais c'est un mot qui revient souvent quand on parle du modèle suédois, et on comprend que c'est l'équilibre vie pro, vie perso qui crée l'efficacité. Vous parlez aussi quand même d'un système bureaucratique plus léger que le système français, et vous dites qu'il y a une facilité pour régler un certain nombre de tâches administratives qui sont beaucoup plus simples en Suède. Je dis ça parce qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent sur ce plateau et qui nous disent, nous on est agriculteurs, entrepreneurs, start-upers, on est écrasé de paperasse, on a le week-end pour la paperasse et la semaine pour le travail. Vous dites que c'est très différent de la Suède, c'est plus pragmatique. Alors, exactement. Je pense qu'un autre élément du modèle suédois, c'est le pragmatisme et je pense un sens du bien commun. C'est-à-dire qu'on va être capable de se mettre tout autour de la table et prendre une décision, ce qu'on appelle le consensus.
à l'inverse du compromis, c'est-à-dire qu'on est capable de se mettre autour d'une table et prendre une décision pour le bien commun. Mais on parle beaucoup des managers en France. Vous qui avez vécu en Suède, donc vous êtes revenu en France, hein, vous travaillez aujourd'hui en France. C'est quel type de manager qui est en Suède? Parce que vous nous donnez un exemple très concret. Tiens, prends 4 à 6 mois, occupe-toi de tes enfants. Mais jamais ça n'arrivera en France. Non, je sais. Enfin, vous êtes aujourd'hui en France, vous voyez bien comment ça fonctionne. Tout à fait. Alors, je pense que le manager scandinave est le manager du futur. J'en suis même persuadé. C'est un manager qui est focalisé sur l'humain, où prédomine l'intelligence émotionnelle. En fait, juste une anecdote. Quand j'ai commencé à travailler donc, chez Ericsson, mon manager venait me voir tous les jours pour me demander si j'étais heureux au travail, si j'avais besoin de quoi que ce soit, etc. Très serviciel, en fait, là. Exactement. Mais il savait très bien qu'il fallait me motiver, il fallait un sentiment d'appartenance aussi, une culture d'entreprise forte qui est très importante là-bas. Oui, c'est vrai. Et donc... Avec des marques très connues, on ne l'a pas dit, mais il y a Ikea, il y a plein d'autres marques. Ah bah, il y a... Volvo, vous les citez d'ailleurs. C'est un des pays qui a créé le plus de multinationales par habitant. Pour un petit pays de 10 millions d'habitants, c'est... Pays pauvre, hein, vous le dites au départ. Hein. C'est un pays pauvre. Absolument. Au 19e, on ne l'a pas dit, mais c'est un pays qui part de loin. Absolument. Alors je continue sur le management scandinave. C'est que, en plus, donc... alors j'étais un peu étonné qu'il me pose toutes ces questions pour savoir si j'étais heureux. Je me suis dit, il doit être un peu fou. Il me harcèle. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'ai compris un peu le secret du management scandinave. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on est heureux dans son travail, plus on est motivé, et donc plus on est efficace. Ça, c'est la logique qui conduit le manager. C'est une logique implacable, mais il faut la mettre en place. Et il faut l'appliquer concrètement dans les mots. Et autre exemple, c'est-à-dire que au bout de 2 ans, à force de montrer mes travaux à la direction, à force de parler de moi, à force de m'envoyer dans des formations de management, je suis devenu son manager. Et pour lui, ça posait aucun problème, puisque c'était pour le bien de la société. Donc plus de problème d'ego qu'on peut vivre ici en France. Exactement. En France, c'est très compliqué de devenir le manager de celui qui a été son manager. Oui. Là-bas, c'est pour le bien de la boîte. Si on t'a choisi, ça sera bon pour l'entreprise. Un sens du bien commun. Et puis pas d'histoire de statut social. C'est-à-dire que le statut social n'est pas si important que ça. Je veux dire, si on est un expert reconnu, c'est très bien. Et en France, on a tort malheureusement de temps en temps, quand on est bon technicien, bon vendeur, etc., on se dit, bon, bah, là, pour le promouvoir, on va le mettre manager. Mais le manager, c'est un métier. C'est quelque chose de... C'est une éthique. Enfin, c'est une éthique. Une manière d'être. Et Hervé de Villers, avant de nous quitter, il nous reste quelques secondes. Vous êtes en France, manager ? Je suis en France, je ne suis plus manager. Je suis revenu dans une entreprise française. J'ai voulu utiliser des outils de management scandinaves. Ça a été moyennement apprécié. Mais parce que je pense qu'on n'était pas prêt. Maintenant, je pense qu'on est prêt et qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que je pense, parce que cette jeune génération en France, je pense qu'elle pousse pour un mode de travail complètement différent. Beaucoup plus horizontal. Où prédomine l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, le bien-être, les valeurs, le sens. Donc je pense que les entreprises françaises n'ont pas le choix de transformer leur méthode de travail pour à la fois créer un environnement de travail plus motivant, plus collaboratif, pour des méthodes pour rendre les équipes et l'organisation plus efficaces, et mettre en place un management plus tourné vers l'humain à la scandinave. Et enfin, je pense tout simplement des mesures pour rendre les gens au travail plus heureux et plus épanouis. Merci Hervé de Villers. Hervé de Villers, lisez son livre, parce que c'est aussi l'expérience. Alors, il n'y a pas que son expérience, il y a aussi toute une analyse sur la manière dont on travaille et on organise le travail. L'efficacité viking, le titre est génial. Je ne sais pas si c'est votre titre, je suis sûr que oui. Oui, tout à fait. C'est votre l'éditeur Besson Gransel. Ouais. Inspirez-vous du modèle suédois pour votre entreprise édition Gérézo. Merci Hervé de Villers de nous avoir rendu. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages, votre réaction, vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de programmation. Merci à Angel à la réalisation. Merci à Saïd aujourd'hui au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Pauline Gratel que je salue. Merci à vous. Bye bye.